Avant de commencer, de répondre aux questions, je vais proposer à mes invités de se présenter. Donc on va commencer par toi, Marina. Bonjour à tous, je suis Marina Demoy-Schneider et je suis responsable de la licence Sciences de la vie. Bonjour à tous, je suis Roger Oyonneau, je suis responsable de la licence mathématiques. Alors écoute Roger, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner des informations concernant le dossier Parcoursup? Quels sont les éléments auxquels vous prêtez particulièrement attention? Donc, en grande partie, c'est l'origine du bac. Voilà, je veux dire, dans le passé, c'était quelqu'un qui avait un bac S avait été quelqu'un qui était adapté pour faire cette formation. Aujourd'hui, c'est un bac général et aussi avec au moins avoir fait le cours maths spécifique et maths complémentaires. De maths expert et maths complémentaires. D'accord, donc vous regardez quelles sont les matières qui ont été choisies par le candidat. Exactement. Donc maintenant, on a aussi des étudiants qui ont peut-être passé le bac il y a 3-4 ans. Donc on regarde aussi, entre autres, aussi la lettre de motivation, des raisons qui les poussent à reprendre des études. D'accord, donc effectivement, soignez bien vos lettres de motivation, c'est un élément important. Je vais te retourner la question, Marina. Nous, on regarde effectivement la spécialité choisie. Alors, les spécialités qui sont je dirais les plus utiles pour une licence sciences de la vie, alors c'est SVT, physique-chimie, mais aussi les maths. Donc, ces trois spécialités-là sont les bienvenues. On regarde également la lettre de motivation parce que c'est important d'avoir des étudiants qui sont motivés pour réussir leurs études. Et alors, quelqu'un qui viendrait plutôt d'un bac pro ou d'un bac techno, quelles sont ses chances dans SV par exemple? Alors, on sait depuis plusieurs années, puisqu'on a derrière nous quand même un certain nombre de chiffres, que les étudiants qui sont issus d'un bac professionnel ont vraiment très très peu de chances de réussir facilement leur première année du premier coup. Pareil pour les bacs technologiques. Donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est dans un premier temps de faire une année de parcours adapté Paréo. Donc, c'est une année de transition qui leur permet d'acquérir les bases de la licence scientifique. C'est-à-dire que dans nos licences sciences de la vie, mathématiques, informatique et physique-chimie, on a des enseignements communs, des enseignements scientifiques de base. Et donc, en parcours adapté et en parcours Paréo, donc parcours réussite orientation, les étudiants ont un parcours allégé d'enseignement disciplinaire commun scientifique. Et c'est une possibilité pour eux d'acquérir ces bases-là de façon à réussir l'année suivante plus facilement dans la L1 qu'ils auront choisie. Donc notamment en sciences de la vie ou encore en mathématiques, en informatique ou en physique-chimie. Donc Roger, tu fais le même constat en mathématiques pour les étudiants originaires de bac technologique ou professionnel? Pareil, Marina, elle a tout détaillé, c'est exactement la même procédure. Voilà. D'accord. Donc pour les étudiants qui viennent de ces filières-là, effectivement, sachez que la marche va être encore plus haute, mais on a pas mal de dispositifs à votre disposition pour vous aider à la passer et on vous accompagne pour la réussite de votre projet d'études. Alors quelqu'un qui effectivement aurait déjà démarré sa licence il y a quelques années, mais pour une raison ou pour une autre, aurait dû s'interrompre. Est-ce qu'il peut faire valider certaines des UE qu'il a passées il y a quelques années pour reprendre, ou est-ce qu'il doit tout démarrer à zéro? Alors tout dépend de la licence qu'il ou elle avait choisie au départ, il y a quelques années. On regarde un dossier qu'on appelle un dossier de VPAP, donc validation des acquis de l'expérience personnelle et professionnelle. On s'intéresse à son dossier. Donc, s'il a déjà acquis des unités d'enseignement précédemment et que, alors quand je parle d'acquis, c'est d'avoir obtenu la moyenne et d'avoir remporté les ECTS, les crédits européens qui vont avec. Les crédits européens, il faut savoir qu'ils sont définitivement acquis. Donc, dans certaines matières, si on a déjà acquis les ECTS, on peut les garder et ne passer que ceux qu'on n'a pas acquis. Donc, on regarde attentivement le dossier et on propose, on fait des propositions. Si jamais l'étudiant a déjà obtenu sa L1
L1 par exemple, eh bien, il peut demander une L2 et on examine son dossier. Si on considère qu'il peut entrer en L2, eh bien, on lui proposera la L2. Si on considère que il y a trop de lacunes, eh bien, on lui proposera de s'inscrire en L1 avec des aménagements d'études, c'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément à tout repasser. Donc pour les étudiants ou les personnes qui se retrouvent dans cette situation, ils ne repassent pas par Parcoursup pour s'inscrire ? S'ils ont déjà été en L1, non, parce qu'on se réinscrit en L1. Si c'est un tout autre projet, par contre, il vaut mieux repasser par Parcoursup. Alors, par Parcoursup, je donne un exemple. Si on s'est inscrit en licence Sciences de la vie en 2015, par exemple, donc à l'époque, il n'y avait pas Parcoursup, hein, mais si on a complètement changé de projet professionnel et qu'on souhaite faire du droit, voilà, c'est possible, et bien à ce moment-là, il faut passer par Parcoursup, parce que c'est une totale réorientation. Si on souhaite se réinscrire en licence sciences de la vie, non, on passe par un dossier de validation et on n'a pas besoin de repasser par Parcoursup. Donc, selon la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez un doute, est-ce que je dois repasser par Parcoursup ou non, est-ce que je peux faire une demande de VPAP ? Surtout, n'hésitez pas à venir nous poser la question ou alors à nous envoyer un mail sur cosip@upf.pf. On est là pour répondre à vos questions et vous orienter dans la bonne direction. Alors Roger, maintenant des questions plus directes concernant la maquette, donc la formation. Est-ce qu'il y a un stage obligatoire en licence de mathématiques ? Oui, il y a un stage obligatoire au semestre 5, c'est-à-dire en troisième année, un stage de 2 semaines qui peut être pratiqué, que ce soit dans l'enseignement ou bien dans l'industrie. Voilà. On n'a pas vraiment de contraintes par rapport au stage. D'accord. Alors tu viens d'évoquer les différents domaines dans lesquels on peut effectuer son stage. Il y a beaucoup de questions aussi sur les métiers possibles après une licence de maths ou les débouchés, ou qu'est-ce qu'on fait après avoir obtenu une licence de maths ? Alors, le débouché principal de notre licence, c'est de l'enseignement, c'est-à-dire des métiers d'enseignement dans le secondaire. Voilà. Pour cela, il faut continuer avec un master et passer ce qu'on appelle le CAPES, ou bien l'agrégation. À part ça, les étudiants aussi qui ont une licence de maths peuvent aussi travailler dans l'industrie, donc par exemple dans des banques, dans des assurances, dans des métiers un peu liés aussi à l'informatique ou même l'aéronautique. Donc tous ces métiers en relation avec les mathématiques. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je te retourne la question, Marina. Y a-t-il un stage en SB ? Oui, alors en sciences de la vie, on a un stage au semestre 6. Alors il est de 4 semaines au minimum. Hein. Il peut être réalisé un petit peu avant la L3 si on a la possibilité. Il peut être réalisé pendant la L3, mais il faut être sûr de pouvoir dégager les 4 semaines sans enseignement. Hein. Et il est validé en S6. Et de la même façon, hein, on peut faire son stage dans plein d'entreprises ici en Polynésie. On peut faire son stage dans un labo de recherche, hein, dans les centres de recherche ici en Polynésie, soit à l'IFREMER, soit à l'Institut Malardé, soit à l'IRD ou à l'université, puisqu'on a des labos de recherche à l'université. Mais on peut faire son stage également à la Polynésienne des eaux. Il y a plein d'entreprises où on peut faire son stage quand on s'intéresse donc à tout ce qui est environnemental. Alors j'en profite pour faire un peu d'autopromotion pour le COSIP, puisqu'on est en train de parler des stages. Sachez que notre service, donc le COSIP, le Centre d'orientation des stages et de l'insertion pro, est là aussi pour vous accompagner dans vos démarches de stage, notamment forcément la convention, c'est-à-dire le contrat dont vous aurez besoin pour votre stage, mais aussi pour vous aider à rédiger votre CV, votre lettre de motivation, pour vous aider tout simplement à construire votre projet professionnel et réfléchir dans quel secteur ce serait le plus pertinent par rapport au métier qui vous intéresse d'effectuer votre stage. Donc quand vous serez étudiant à l'UPF, sachez que entre autres, il y a le COSIP, mais plein d'autres services aussi qui sont là pour vous accompagner et vous aider. Alors toujours concernant la maquette, les lycéens s'interrogent aussi sur les possibilités d'effectuer un semestre ou une année à l'étranger. Alors comment ça peut se passer en mathématiques ? Bon, c'est possible, mais personnellement, je déconseillerais de le faire les 2 premières années. Voilà. À partir de la 3e année, on peut peut-être se renseigner au service des relations internationales qui proposent des échanges Erasmus avec d'autres universités. Tu déconseilles pendant les 2 premières années pour acquérir la méthodologie universitaire, c'est ça ou Aussi, voilà.
Ok. Non, mais effectivement, il y a déjà une grande marche à passer entre le lycée et l'université, donc on peut consacrer ces 2 premières années à consolider ses compétences méthodologiques universitaires, et puis après, quand on est un peu plus à l'aise, réfléchir à poursuivre à l'étranger. Il y a des possibilités en sciences de la vie? Oui, alors nous, on a quelques étudiants chaque année qui souhaitent, enfin, qui ont des projets pour partir à l'étranger dans une de nos universités partenaires. Alors ça peut être en Europe, dans le cadre des programmes Erasmus, mais on a également des étudiants qui s'en vont au Canada, aux États-Unis, à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande, parce que il y a toujours des domaines d'intérêt dans les universités partenaires. Et puis, on a beaucoup de nos étudiants qui s'intéressent à l'environnement, et donc dans les universités partenaires, il y a des enseignements qui sont tournés beaucoup vers l'environnement, vers la biologie marine. Et chaque année, on a des étudiants qui s'en vont. Alors, ils réfléchissent à leur projet déjà en 2e année, pour pouvoir partir ou au semestre 5 ou au semestre 6. Mais effectivement, on ne leur conseille pas de partir en 2e année. C'est vraiment bien de pouvoir acquérir toutes les bases disciplinaires, et puis d'acquérir la méthodologie de travail universitaire ici. Et puis ensuite, c'est aussi bien d'aller voir comment ça se passe dans le système anglo-saxon, parce que finalement, quand on va aux États-Unis, quand on va au Canada ou en Nouvelle-Zélande, c'est un autre système d'éducation, un autre système universitaire, et on pratique aussi la langue anglaise, donc ça c'est bien. Et puis dans les universités européennes, c'est toujours bien aussi de pouvoir pratiquer la langue. Donc là encore, l'université vous accompagne dans ces démarches-là. Effectuer un semestre ou une année à l'étranger, c'est vraiment une super opportunité pendant ces études, et vous avez le service des relations internationales qui est là pour vous aider à monter ce projet, à trouver des financements pour vous aider à partir plus facilement. Et comme le disait Marina, c'est un projet qui se prépare longtemps à l'avance, donc si c'est quelque chose, si c'est un projet auquel vous pensez dès maintenant, il ne faudra pas hésiter à vous rendre auprès des relations internationales rapidement. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a rien à appuyer. Maintien. Ah, comme ça. Ok. Ah, super. Ah oui, je vois que ça... alors, quelque chose de très pragmatique, des étudiants qui ont peur de trop travailler. Combien d'heures de cours y a-t-il à peu près par semaine en maths, et puis peut-être du travail personnel également, voilà. Donc exactement, voilà, c'est la différence qu'il faudrait faire. Donc contrairement au lycée, ils auront à peu près 20 heures de cours par semaine sur 13, 14, 15 semaines. Donc ça fait à peu près 250 heures de cours en présentiel. Par contre, un étudiant qui souhaite vraiment réussir, il devrait mettre tout pour que cela marche. Donc au moins 10 à 15 heures de travail personnel. On préparer les TD, relire les cours magistraux, et ainsi de suite. D'accord, donc vous avez entendu, il y a le présentiel, mais il y a aussi tout le travail à côté, et notamment aussi le travail en bibliothèque. On a une belle bibliothèque universitaire où vous pouvez passer de longues heures à compulser la documentation à votre disposition. J'imagine que c'est un peu pareil en SV. Alors oui, c'est pareil. En SV, on a entre 12 et 15 heures par semaine. Alors, sachant que les semaines ne sont pas du tout régulières. C'est pas comme au lycée où votre emploi du temps est identique de semaine en semaine. À l'université, l'emploi du temps varie chaque semaine. On a en sciences de la vie beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de séances de travaux pratiques en salle de travaux pratiques. Et il peut y avoir des semaines où il n'y a pas du tout de travaux pratiques, et puis des semaines où on a 3 jours où on n'a que des séances de travaux pratiques. Donc c'est assez varié comme rythme de travail. Mais comme pour les maths, si on a une quinzaine d'heures par semaine, le reste du temps, il faut travailler, parce que les travaux pratiques, ça se prépare. Il faut préparer les séances de travaux dirigés, il faut réviser, on a des exposés à préparer. Donc il y a beaucoup de travail personnel. Merci beaucoup. Donc Roger, tu l'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, les possibilités de poursuite d'études après la licence. Là, c'est une question un peu plus spécifique. Est-ce que tu peux nous parler des poursuites d'études ici sur le territoire après une licence de maths? Ok, donc après une licence de mathématiques, donc à l'université ou bien à l'ESP de la Polynésie française, on avait une formation spécifique pour la préparation au CAPES. Donc c'est une formation qui était
proposé de façon alterne, c'est-à-dire chaque 2 années. Dans le futur, voilà, je ne sais pas, peut-être Marina peut compléter. Voilà, En fonction des étudiants qui souhaitent se consacrer au métier d'enseignant, d'une part, et d'autre part, en fonction de la possibilité de stage ici en Polynésie, on ouvre ou pas le master. Donc là, c'est vrai que cette année, il n'a pas été ouvert, mais il est suspendu. Il n'est pas complètement fermé. Hein. Tout dépend de la situation, de la possibilité qu'ont les étudiants qui entreprennent ces études de master de pouvoir poursuivre ensuite ici en Polynésie, parce que ce serait dommage de former des jeunes Polynésiens qui souhaitent rester ici en Polynésie et leur dire au bout du compte qu'ils ne pourront pas rester en Polynésie parce qu'il n'y a pas de poste à pourvoir. Ce qui n'empêche qu'on pourrait ouvrir ce master en disant il n'y a pas de poste à pourvoir, ceux qui vraiment souhaitent être enseignants en mathématiques, ils pourront suivre la formation et ensuite avoir un poste en métropole. Mais c'est vrai qu'on est bien conscient que nos jeunes qui souhaitent devenir enseignants, la majorité souhaitent exercer ici en Polynésie. Et donc, on ne peut pas leur promettre d'exercer en Polynésie si, en fin de compte, il n'y a pas de poste. C'est pour ça que cette année, il est suspendu. Alors maintenant, on a des questions également concernant les autres filières proposées dans le département STS. Malheureusement, le Covid a aussi eu raison de nos collègues, mais peut-être qu'à deux, vous pourrez réussir à répondre aux questions qui ne concernent pas directement vos filières, mais plus largement celles du département. Donc je les pose et celui ou celle qui se sent à l'aise d'y répondre peut prendre la balle au bon. Alors, la première étant, y a-t-il une éventuelle possibilité d'effectuer un master de chimie en Polynésie française ? Donc non, il n'y a pas de master de chimie ici en Polynésie. On a 2 masters scientifiques et on n'a que le master 2. On n'a pas de master 1. Donc si je donne des détails sur ces 2 masters, on a un master qui s'appelle EIO, Environnement insulaire océanien, donc qui traite justement des écosystèmes océaniens, de la particularité des îles. Alors on n'a que la 2e année. La première année se fait donc soit dans un master 1 en métropole ou à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, mais on est en relation privilégiée avec Sorbonne Université où il y a le Master 1 qui est la première année en fait, et le Master EIO c'est un parcours de 2e année parmi d'autres parcours de ce Master de biologie et d'environnement. Et pour le Master GEMIT, donc gestion des énergies en milieu insulaire et tropical. De la même façon, on n'a que la 2e année. La première année s'effectuant à l'Université de la Franche-Comté. Voilà. C'est ça. Donc il faut d'abord aller faire son Master 1 en métropole ou pour le Master 2 EIO, on peut faire son Master dans une autre université métropolitaine, hein. Enfin pas métropolitaine, pardon, outre-mer, et venir ensuite en Master 2 EIO chez nous. Donc les futurs étudiants de licence physique-chimie, si vous souhaitez poursuivre vos études, vous avez entendu, il faudra choisir la métropole ou un autre territoire d'outre-mer pour poursuivre vos études en master. Peut-être Roger, tu peux faire le lien avec la formation en informatique. Tu as peut-être quelques... Improvise. Moi, je suppose qu'ils ont des critères un peu similaires. Mais bon, je sais par expérience qu'ils ont aussi quand même un certain nombre de bacs technologiques qui s'orientent dans cette filière. Ouais. Notamment les STI 2D. Hein, les bacheliers STI 2D sont acceptés en filière informatique. Bien sûr, il faut avoir un bon dossier. Hein. À partir du moment où on a un bon bac technologique qui correspond à un projet professionnel et qui permet donc de réussir via une licence informatique, c'est possible de faire une licence informatique. Mais bien sûr, il faut avoir des bonnes notes. Alors, j'en profite également pour dire 2 mots sur le parcours CUP-GE et tu pourras compléter si tu le souhaites. Donc, le responsable de la formation va organiser une réunion d'information dans les semaines qui viennent, exprès spécifiquement pour le parcours CUP-GE. Donc, suivez bien les actualités sur le site internet et la page Facebook de l'UPF pour avoir la date et le lieu exact qui reste
à définir, mais qui sont des informations qu'on va évidemment diffuser très largement dans les semaines qui viennent. Donc Roger, peut-être un mot sur la CUPGE ? Gaëtan, il dira tout du mandat. Ok, alors suspense, Gaëtan Bisson, le responsable de la formation, vous donnera toutes les informations lors de sa réunion. Une question assez précise, du coup, je souhaite faire des études de biologie marine et plus particulièrement étudier les animaux marins, surtout les mammifères. Est-ce que votre université propose cet enseignement ? Alors, l'enseignement, pas spécifiquement, mais la licence sciences de la vie propose en 3e année un parcours biodiversité écologie qui effectivement est tourné vers les écosystèmes, vers l'écologie des populations. On a beaucoup aussi de droit de l'environnement, donc on a un parcours là qui vous permet effectivement ensuite de vous tourner vers un master de biologie marine. Alors on n'a pas le master de biologie marine, on a ce master environnement insulaire océanien dont je parlais tout à l'heure, mais après notre licence sciences de la vie, oui, vous pouvez faire des études en biologie marine, continuer des études en biologie marine en vous insérant dans un master spécialisé, et il y en a énormément. Merci beaucoup. Donc je continue avec toi, Marina. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques informations concernant les études de médecine possibles à l'UPF ? Oui, alors on a depuis c'est la 2e année, on a la licence Accès Santé qui est réalisée donc en collaboration avec l'Université de Bordeaux et qui donc prépare aux études de santé, médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. Maïeutique, c'est pour devenir maïeute ou sage-femme. Donc ici en première année, on prépare aux examens de sélection, puisque maintenant il n'y a plus de concours. Malgré cela, il y a un nombre de places limitées qui sont obligatoirement à Bordeaux. Donc si on fait sa licence Accès Santé ici, eh bien les places sont réservées pour la 2e année des études de santé à Bordeaux. Donc on a une formation qui correspond à ce qu'on appelle le PASS de Bordeaux. Le PASS, ça veut dire parcours accès spécifique santé, dont seules les universités qui proposent ensuite la 2e, la 3e, la 4e et ainsi de suite, toutes les années d'études médicales, seules ces universités-là sont dotées d'un PASS. Les autres universités, telles que la nôtre, qui ne proposons pas de poursuite d'études en santé, eh bien, on a la licence Accès Santé. Mais il faut savoir que notre licence Accès Santé, de façon très particulière, c'est le PASS de Bordeaux, puisqu'on a travaillé conjointement avec l'équipe pédagogique de Bordeaux, et on a exactement les mêmes enseignements santé qu'à Bordeaux, avec la même proportion. Et puis, le reste des enseignements, c'est-à-dire les mineurs, nous, on a une mineure sciences de la vie. Donc la majeure, c'est la particularité de notre licence Accès Santé, c'est qu'on a une majeure santé comme le PASS. Voilà. Donc on peut faire sa première année à l'UPF et ensuite poursuivre à l'université de Bordeaux. Les meilleurs, bien sûr, sont choisis pour partir à Bordeaux. Alors, que se passe-t-il pour ceux qui ne seraient pas sélectionnés pour aller à Bordeaux ? Alors, il y a deux cas de figure. Donc, pour poser sa candidature, puisque le principe de la licence Accès Santé, c'est qu'il faut poser sa candidature pour pouvoir espérer aller en 2e année d'études de santé. Donc, pour pouvoir poser sa candidature, il faut avoir obtenu ces 2 semestres de licence Accès Santé, c'est-à-dire 30 CTS au 1er semestre et 30 CTS au 2e semestre. Et si et seulement si on a obtenu ces 60 CTS, eh bien, on peut poser sa candidature pour les années d'études de santé ensuite à Bordeaux. Et parmi les étudiants qui vont poser leur candidature, eh bien, il y aura des étudiants qui auront une très bonne note et qui, eux, probablement d'emblée pourront être lauréats et être choisis pour aller à Bordeaux. Ceux qui ont une note un petit peu inférieure, mais qui ont quand même leur 60 CTS, vont passer des épreuves orales. Et il y a 2 séries d'épreuves orales. Il y a une épreuve orale qui consiste à présenter sa motivation pour continuer les études de santé, et une autre épreuve orale qui consiste en une étude de texte particulière et un échange avec un jury. Et à la suite de ça, eh bien, il y a un classement qui est fait. Et parmi ceux qui auront posé leur candidature, bien certains, après les épreuves orales,
auront la chance de partir à Bordeaux. Et malgré tout, il y en aura certains qui ne vont pas être choisis parce qu'on a un nombre limité de places à Bordeaux. Et ceux qui ne seront pas choisis mais qui auront eu leurs 60 CTS pourront aller en deuxième année de licence sciences de la vie. Et lorsqu'ils auront obtenu leur deuxième année, c'est-à-dire les 60 CTS d'année de sciences de la vie en deuxième année, eh bien, ils pourront reproposer leur candidature. Mais ils n'auront pas à repasser les épreuves de santé. À partir du moment où on a obtenu la moyenne dans les enseignements de santé, on ne les repasse pas. Donc après, il faut représenter sa candidature, on passe les épreuves orales et eh bien, on montre qu'on a acquis d'autres connaissances, d'autres compétences qui seront utiles pour la suite, pour les études de santé. Donc on a une sorte de deuxième chance. Alors, je dirais que c'est pas une sorte de deuxième chance. Tout étudiant a deux chances de proposer sa candidature aux études de santé. Avant, on avait le système de la PACES où les étudiants passaient une première fois le concours. S'ils étaient lauréats, eh bien c'était parfait. Mais même s'ils avaient la moyenne et qu'ils n'étaient pas lauréats, ils redoublaient en fait et ils retentaient leur chance. Là, il n'y a pas de redoublement, sauf si on n'a pas du tout eu tous ces ECTS. Et là, on redouble en licence accès santé ou en licence sciences de la vie. Mais il y a plusieurs cas de figure, mais on a toujours seulement deux chances pour présenter sa candidature. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, on arrive sur des questions qui sont à la fois d'ordre pédagogique, mais aussi un peu administratif. Donc là, pareil, c'est pas spécifiquement lié à vos filières directement, mais on a quand même pas mal d'étudiants qui commencent à entendre parler du campus connecté et de la possibilité de faire ses études éventuellement sans venir sur le campus de Tahiti. Donc la première question étant, j'aimerais savoir comment ça se passe pour la rentrée pour les élèves dans les îles. Je suis à Raiatea, est-ce que je dois me rendre à Tahiti pour effectuer mes études ? Alors, à Raiatea, eh bien, ils ont la chance d'avoir un campus connecté, donc un espace dédié pour suivre les cours en distanciel. Donc, l'espace dédié, il est au lycée de Uturua, pardon. Et donc là, les étudiants ont la possibilité donc de suivre les cours en distanciel depuis le campus connecté de Raiatea. Pour ce qui est de la rentrée universitaire, selon les conditions sanitaires, bien sûr, parce que on aimerait bien faire venir tous les étudiants des campus connectés pour la rentrée. On verra comment on pourra s'organiser à la rentrée prochaine, mais on essaiera de faire quelque chose en distanciel pour que les étudiants du campus connecté de Raiatea soient avec nous pour la rentrée universitaire. Donc ça, c'est spécifiquement pour le campus connecté de Raiatea. Est-ce qu'on sait si d'autres campus connectés vont ouvrir ailleurs à la rentrée de 2022 ? Alors, il est prévu que d'autres campus connectés s'ouvrent. Alors, pas que dans les îles éloignées. On a aussi un qui doit s'ouvrir à la presqu'île à Tevai-Uta. On en a un qui doit s'ouvrir à Rangiroa, un qui doit s'ouvrir à Tubuai. Pour l'instant, alors il n'y a pas que la crise sanitaire, mais il y a aussi tout l'aspect logistique, informatique, accès Internet qui freine un petit peu. Donc, je ne peux pas assurer que tous les autres campus connectés seront ouverts à la rentrée prochaine. On essaye de faire au mieux, au minimum pour Tevai-Uta, mais on n'a pas encore de garantie que ça sera ouvert à la rentrée 2022. Le seul qui sera ouvert à la rentrée 2022, on est sûr, c'est Raiatea. Donc on fait tout pour, on travaille avec le pays, les services informatiques d'ici de l'université pour que ça puisse se faire. Oui, l'idée étant de ne pas se précipiter, mais de faire en sorte que les étudiants qui seront dans ces campus connectés aient une qualité d'enseignement qui soit tout à fait comparable au fait de venir sur le campus de Tahiti. Donc il vaut mieux effectivement prendre son temps pour pouvoir leur garantir pour être sûr que ça fonctionne bien, oui. Alors, est-ce qu'on a déjà une petite idée peut-être sur les formations qui seraient ouvertes à la rentrée ? Alors, à la rentrée, donc, on aura le parcours adapté par EO dans le campus de Raiatea. Donc, si les autres campus sont ouverts, on aura les mêmes formations, bien sûr. Donc, les parcours adaptés... Pour l'instant, c'est celui de droit, économie, gestion qui est ouvert parce que c'était la demande. On peut imaginer que les deux autres parcours adaptés, donc sciences, technologies, santé
et lettres, langues et sciences humaines pourraient s'ouvrir s'il y avait de la demande. Et on a aussi le DAU, donc le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est entièrement dématérialisé et donc qui est accessible via les campus connectés. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et votre disponibilité. Les autres questions sont vraiment d'ordre très administratif, donc on va les garder pour une autre occasion. Et en plus, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que sur le site internet, vous avez déjà accès à des tables rondes qui sont thématiques, une sur les services de l'université, une autre sur le point de vue des étudiants sur la vie à l'université et une troisième très spécifique sur les inscriptions, les demandes de bourse et le logement. Donc je vous invite vivement à aller les consulter. Ensuite, vous avez également, pour toutes les filières qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous ce matin, des vidéos de présentation faites par les enseignants qui répondent à pas mal de questions également. Des fiches de présentation des formations sur lesquelles vous retrouverez bien le contenu des cours que vous suivriez si vous vous inscriviez dans cette formation. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce contenu et puis si des questions persistent, vous avez tous nos contacts pour nous écrire ou nous appeler pour qu'on puisse vous donner les informations qui manquent. Donc pour conclure peut-être ce premier enregistrement, avec quel conseil voudriez-vous que les lycéens qui nous ont écoutés ce matin partent et se lancent dans l'aventure de Parcoursup? Tu peux répéter la question, je l'ai pas. Quel conseil tu aurais pour les lycéens qui vont s'inscrire sur Parcoursup prochainement? Moi, le conseil que je peux leur donner, c'est voilà, le bac, c'est pas une finalité, donc voilà, ce serait mieux pour eux de continuer les études, voilà, pour avoir beaucoup plus de chances de pouvoir trouver des métiers adéquats à ce qu'ils souhaitent faire. Maria. Alors, la même chose que Roger, bien sûr, le baccalauréat, c'est juste la clé pour rentrer dans les études supérieures, alors que ce soit à l'université ou en BTS, par exemple, ou en BUT. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'avoir de la motivation pour ce qu'on a envie de faire. C'est choisir une formation qui va nous plaire et qui va nous amener au métier qu'on a envie de faire. Ne pas choisir une formation par défaut, parce que c'est dommage. Je pense que quand on choisit une formation par défaut, on y vient moins motivé, donc rapidement la démotivation prend le dessus et on a moins de chances de réussir. Si on vient dans une formation en se disant si je travaille, je vais obtenir mon diplôme et ça me permettra d'exercer un métier qui me plaît dans un domaine où j'ai envie de m'épanouir, et bien je pense qu'on a plus de chances de réussir et de mener son projet à bien. Et pour continuer dans ce bien d'être dit, la meilleure façon de savoir dans quelle formation vous inscrire, c'est vraiment de vous renseigner, d'obtenir un maximum d'informations sur la formation. Pour ça, vous pouvez d'enregistrer, vous appuyer sur les psychologues de l'éducation nationale qui sont présents, c'est-à-dire vos conseillers et conseillères d'orientation. Vous pouvez vous rendre au CIO. Vous pouvez aussi pousser la porte de l'UPF, on sera très content de vous y accueillir individuellement, on n'est pas en groupe à cause du Covid, pour répondre à vos questions. Et pour finir, vous pouvez aussi vous dire que si vous choisissez une filière la fois rentrée 2022 et que vous vous rendez compte que c'est peut-être pas le bon choix, c'est tout à fait légitime, ça arrive et il n'y a aucun problème, il y a des possibilités de réorientation, de construire son projet d'études petit à petit. Donc c'est une belle aventure qui vous attend et on a hâte de vous accueillir pour de vrai sur notre campus. Donc ce sera le mot de fin. Merci beaucoup à mes invités. Merci Lionel. Et à bientôt. À bientôt.